Voilà donc un petit exercice de nouveau de comptabilité. On peut lire. Donc l'entreprise X dispose de 2000 euros en espèces et 80 000 euros en banque. Et je vous rappelle qu'ici, dans les écritures de comptabilité, on doit avoir des écritures très claires et nettes. De toute façon, c'est fait par informatique, mais quand il s'agit de souscrire sur une facture un montant qui est en valeur, généralement on l'écrit en français. 2000 euros, on écrira en français 2000, 2000 par exemple, si c'est 2000 euros, on écrira 2000 euros. Voilà. Comme ça, s'il y a une écriture qui n'est pas lisible, eh bien, elle peut transparaître au niveau de l'écriture en français. Donc si l'écriture chiffrée n'est pas visible, on peut l'avoir. Mais généralement, c'est fait par des moyens informatiques, donc tout sera lisible. Mais s'il y a dans une quittance ou quelque chose comme ça, un élément, c'est, on va dire, un élément qui peut être contesté au niveau d'un tribunal de commerce, eh bien, tout doit être écrit par, si c'est fait en manuel, transcriptible via un bic ou un crayon, enfin pas un crayon, mais un stylo, quelque chose comme ça, mais il faut l'écrire de manière chiffrée et de manière en français. De manière à ce qu'il n'y ait aucune équivoque possible entre, enfin, sur le montant. Sur le montant. Mais généralement, c'est fait par des moyens informatiques, donc c'est écrit correctement. Mais généralement, il faut bien écrire les chiffres et les lettres, enfin les chiffres, je m'excuse, les chiffres, séparés par le séparateur de milliers. Et donc, la première des choses à faire, c'est d'avoir une écriture ici, d'autant plus qu'on joue avec des gros montants ici. 80 000 euros, il faut un point. Pour avoir le séparateur de milliers, on a bien 80 000 euros en banque, 2 000 euros en espèces. Le client doit 15 000 euros, il faut un point ici. L'entreprise doit 15 000 euros, bien marquer ses zéros ici, un point. Bien marquer son 5. On doit avoir une écriture très bien lisible. 15 000 euros aux différents fournisseurs. L'immeuble vaut 95 000 euros. Donc ici, le 9 ne transparaît pas correctement. Je mets un bon 9 comme ceci. Voilà, les zéros, s'ils sont, je veux dire, pas assez clairs, ben, je remets 3 zéros comme ceci. Bien sûr, séparer les uns des autres pour ne pas qu'ils soient bien collés. 95 000 euros. Voilà. Mobilier et le matériel roulant vaut 80 000 euros. Là, je mets un séparateur de milieu, avec un point, bien sûr. Des marchandises pour 10 000 euros, je mets un séparateur de milieu avec un point, sont présentes. Donc, elle possède des marchandises. L'entreprise a des dettes envers des créanciers, c'est-à-dire qu'elle a emprunté de l'argent et qu'elle leur doit à des organismes financiers tels qu'organismes de crédit, enfin des organismes de crédit tels que banques ou des organismes de crédit particuliers, des maisons de crédit en fait. Pour un montant de là 7 000 euros, il y a le séparateur de milliers. Voilà, établir le bilan, je m'excuse, le bilan, avec les différentes rubriques. Bon, je vous rappelle que des moments auparavant, dans l'Antiquité, je vous rappelle, parce que je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, que les gens faisaient du troc, c'est-à-dire qu'ils échangeaient quoi? Ben, des biens avec des biens. Contrairement à notre époque maintenant, on échange des biens. Bon, il se peut que certains encore échangent des biens contre des biens, mais généralement, la plupart du temps, les gens échangent des biens contre de l'argent. Bien sûr, l'argent qui est une source de revenus, soit par le travail ou soit par un héritage ou peu importe. Peu importe. L'argent peut avoir différentes sources. Je dirais même que le vol est une source d'argent, mais c'est interdit. Bien sûr, vous comprendrez que le vol est interdit. Mais c'est une source d'argent, comme l'héritage, c'est une rentrée d'argent, mais interdite, bien sûr. Alors, je vous dirais qu'il y a les héritages, qui peut être une rentrée d'argent, les revenus tels que des allocations sociales, telles que les mutuelles, le chômage ou les pensions. Les pensions sont des rentrées
sociales, hein, enfin des allocations sociales. Voilà, n'est pas le fruit, je veux dire, d'une source de travail. Donc voilà, donc ici, il peut avoir des sources de l'argent provenant des sources de travail, donc l'argent peut provenir de différentes, je veux dire, sources. La source d'argent peut être différente, peut-être aussi provenir d'un emprunt, elle peut provenir d'un emprunt vis-à-vis de tiers, hein, d'un ami, ou d'une source, d'une maison de crédit, ou d'une personne qui va établir, voilà, une traite ou quelque chose comme ça. Peu importe, bon, il y a différentes façons je veux dire, de sources d'origine euh, d'argent. Cet argent-là va servir à l'échange, bien sûr, contre des biens ou des services, bien sûr. Maintenant, on peut échanger aussi de l'argent, hein, d'une monnaie d'un pays vers un autre pays. Bon, on peut échanger des dollars par rapport à des francs français ou des francs belges ou peu importe. Ah, donc il peut y avoir aussi des échanges d'argent. On peut acheter, je veux dire, une autre monnaie. Bon, on n'achète pas que des biens, on peut acheter de la monnaie aussi, on peut acheter des services, on peut acheter tout ce qu'on veut. Mais à l'origine, vous comprendrez que c'était le troc, c'est-à-dire que les échanges se pratiquaient sous forme bien sûr, de marchandises. Bon, alors donc, les marchandises, bon, par exemple, si je prends le cas, euh, quelqu'un qui venait avec son blé, il venait avec sa charrette de blé, qu'il avait, bien sûr, un agriculteur qui avait semé le blé, et qui avait laissé pousser le blé, et qui est venu vendre sa marchandise, je veux dire, dans un petit village. Il est arrivé jusqu'au village pour vendre le blé. Eh bien, il devait échanger ce blé, euh, comme l'argent, il n'y avait pas d'argent à ce moment-là, du blé contre un autre produit dont il avait besoin. Mais le problème, c'est que s'il demandait quelque chose qui n'était pas, qu'il n'avait pas qu'il n'y avait pas en présence dans le marché, eh bien, là, il ne pouvait pas retrouver une contrepartie. Voilà, ça, c'était un inconvénient, je veux dire, dans le troc, dans l'échange de biens contre des biens. Alors ça, c'était sujet à beaucoup de discussions. Les gens parlementaient beaucoup pour avoir la quantité, par rapport à la quantité donnée, avoir une quantité, euh, ou retrouver, je veux dire, une quantité, je veux dire, il n'y avait pas en fait de loi qui disait que bon, si on donnait 1 kilo de blé, ben on avait, je sais pas, trois pots ou quatre poteries. Bon, il n'y avait pas de législation, c'était basé sur le dialogue, la discussion, et ils parlementaient, et la négociation, ils négociaient pour essayer d'avoir une contrepartie valable, bien sûr, en fonction de la négociation et des différents contrevenants, enfin des différents partenaires, je m'excuse, des différents partenaires. Donc on était là à ce moment avec le troc, on voyait la difficulté d'apparaître de retrouver la contrepartie, euh, voilà. Alors, on a vite vu qu'il y avait des inconvénients à ça, déjà, que je viens de vous donner, c'était la difficulté de trouver une contrepartie. Donc ça, c'est un inconvénient majeur. Deuxième difficulté, c'était les discussions qui étaient au sujet justement de la valeur des biens. Hein, 1 kilo de blé valait quoi? Valait 3 poteries ou 4 poteries ou 5 poteries, et là, ça négociait tout le temps, ça parlementait toujours. À un moment donné, il fallait bien passer à autre chose que de commencer à échanger des biens et d'avoir toujours des discussions comme ça. Et voilà, il fallait quelque chose. Voilà. Mais il y avait d'autres difficultés aussi, comme l'impossibilité fréquente de scinder l'objet du troc. Euh, donc, il a fallu passer, je veux dire, en contrepartie à la monnaie. Et donc, on est passé d'échange de biens à biens vers un échange de biens à monnaie.
quoi qu'on peut échanger de la monnaie à monnaie, ça je vous l'ai dit, par exemple, si j'achète 2 dollars par rapport au franc belge, voilà, ben, on peut acheter, voilà, on peut échanger de la monnaie contre de la monnaie. Bon, rarement des gens feront comme auparavant, changer des biens contre des biens. Voilà, mais ça, c'était avant, mais on a laissé tomber ce système-là, quoi qu'il y a des gens ils échangent, je sais pas moi, une PlayStation, bon, ça arrive dans les écoles, hein, comme bon, les étudiants n'ont pas forcément d'argent, ils peuvent échanger une PlayStation contre un GSM. Contre, je m'excuse, un téléphone portable, parce que le GSM c'est un réseau, c'est ce qu'on appelle le réseau GSM, je m'excuse. Contre un téléphone portable. Donc ils vont échanger une console de jeu, ouais, quand je dis PlayStation, je crois que c'est la marque, une console de jeu contre un téléphone portable. Voilà, donc ils vont faire un espèce de truc, parce qu'en fait, les étudiants n'ont pas, je veux dire, de revenus, donc ils peuvent échanger malgré tout des objets pour avoir un objet qu'ils désirent non pas acquérir, mais recevoir en échange. Voilà, donc vous voyez que il a fallu passer à la monnaie. Bon, mais le problème c'est que la monnaie, ça passe. La monnaie, c'est quelque chose de, je veux dire, il y a la monnaie, bon, tout d'abord liquide, et maintenant on a beaucoup la monnaie informatique. Voilà, on a la monnaie informatique, mais la monnaie, on s'est vite aperçu qu'il y avait de nombreux problèmes qui se posaient avec la monnaie. Donc, la monnaie est passée en termes de notions de légalité, notion, on va dire juridique. La monnaie est une notion juridique. Au point qu'on a créé, bien sûr, des tribunaux de commerce qui vont gérer ces problèmes, je veux dire, d'argent. Tout ce qui est problème d'argent, un litige qui va avoir entre un fournisseur et un client, ben, ça va être l'objet d'un litige qui va se positionner au niveau d'un tribunal de commerce, parce que l'argent est devenu, on va dire, une base légale. Est devenu un objet légal. En plus d'être un objet financier, c'est un objet légal. Donc la justice s'est accaparée de la notion de monnaie pour en faire en sorte que la monnaie va être, on va dire, est un objet légal pour lequel il faudra instituer des conventions, des normes, des standards qui vont faire en sorte que la monnaie va être prise en charge pour, euh, pour la cadrer, pour la cadrer pour différentes raisons. Et une des raisons, c'est d'écrire correctement les écritures comptables. Bon, c'est parce qu'on peut reprocher, un tribunal de commerce peut reprocher de ne pas d'avoir voilà, une mauvaise écriture dans ses comptes, et donc fatalement des erreurs induites par euh, des écritures qui n'ont pas été correctement écrites. Parce on peut se dire que c'est peut-être un faux, mais c'est peut-être aussi une personne qui n'écrit pas bien et qui fait des erreurs d'écriture au niveau des comptes, et donc fatalement les comptes ne sont pas bons. Bon, voilà. Donc les écritures doivent être écrites correctement. Ça c'est de 1. De 2, tout litige je veux dire, déplacé au niveau d'un tribunal de commerce qui va instituer, enfin qui va juger de la bonne de la justice en fonction des torts, des raisons et des torts des différentes personnes. Voilà, dans un litige concernant l'argent, la monnaie. La monnaie est devenue objet, on va dire, de loi. Et donc, il a fallu instaurer des normes. Et ces normes-là, conventionnelles, c'est que il faut tout commerce, toute entreprise commerciale, tout entrepreneur d'une entreprise commerciale se doit d'écrire les écritures comptables au travers d'un bilan, de manière à ce que dans ce bilan, on puisse tirer des informations, je veux dire, de toute nature, enfin de nombreuses natures. Alors, en faisant un bilan qui vient du mot bilancio, donc qui veut dire balance, parce qu'il y a une égalité entre deux plateaux, hein, comme vous avez les balances à plateau, avec le balancier, voilà, bien sûr c'est le
c'est le balance d'un côté plus que de l'autre, hein, si le balance à gauche ou à droite, peu importe le balance, il va aller à gauche ou à droite en fonction des plateaux. Si, voilà. Par contre, s'il est bien, si les plateaux sont bien équilibrés, on aura la balance qui est, enfin le balancier qui va se positionner, dire au milieu. Il n'y aura pas de contrepoids ni à gauche ni à droite. Donc il sera bien équilibré au milieu. Ça veut dire que les deux plateaux sont bien équilibrés. Il y a autant de valeur à gauche que à droite. Et bien ici pour le bilan ça va être la même chose. Bilancio qui veut dire balance. Eh bien c'est voilà un tableau discernés en deux parties, une partie gauche et une partie droite. La partie gauche qu'on va appeler conventionnellement l'actif et le passif pour la partie droite. Et ça, c'est le bilan à une date X. Voilà, à une date X, on a le bilan, l'écriture comptable de l'entreprise. Et comme je vous ai dit que l'argent est une base légale, hein, c'est un objet légal, comme c'est un objet commercial qui va servir bien sûr au paiement, aux transactions bien sûr d'échange de marchandises. Eh bien la partie gauche sera les avoirs de l'entreprise. Et la partie gauche, les dettes de l'entreprise, ça ce sera les conventions. Les conventions, donc ce sera les avoirs et les dettes. Les avoirs de l'entreprise, les dettes de l'entreprise. Je vous rappelle que si je prends le capital est une dette de l'entreprise à son entrepreneur. Hein, si l'entreprise ferme boutique du jour au lendemain, s'il y a un certain capital, c'est ce que le capital passera dans les poches de l'entrepreneur, parce qu'en fait, c'est les dettes que l'entreprise doit à l'entrepreneur. Donc tout capital passera dans les mains dans la poche de l'entrepreneur. Voilà. Alors maintenant, les avoirs, d'autres personnes appellent ça les moyens d'action. Pour, je veux dire, faire fonctionner l'entreprise, hein, les moyens d'action. Et bien sûr, là, en ce moment, on n'appellera plus ceci les dettes, mais les moyens d'action et les sources des moyens d'action. Et ça, c'est par convention. Donc les moyens d'action seront à gauche et les sources des moyens d'action seront à droite. Bien sûr, le but de l'entreprise, c'est faire des profits, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, et qu'on évite les pertes. Hein. Mais il y a toujours des risques, on peut avoir des pertes dans une entreprise. Voilà. Et alors ici, comme c'est un bilan, on aura autant de valeur à gauche qu'à droite, on aura une égalité à gauche-droite. C'est comme si on avait, si vous voulez, un miroir. Un miroir où on a une image de la droite qui est égale à celle de la gauche au niveau des valeurs. Parce que sinon, on a des rubriques. On a différentes rubriques qui sont classifiées, bien sûr, en fonction d'une normalisation qui est donnée par le plan, par le PCMN, qui est le plan comptable minimum normalisé. Donc, on retrouvera par exemple les actifs immobilisés. Bien sûr, on est dans les actifs, hein, actifs immobilisés, les actifs. Vous entendez actif, du mot action, hein, actif. Actifs circulants, actifs immobilisés, actifs circulants, et là on retrouvera d'autres types de choses, telles que des créances, etc. Bon, des valeurs disponibles, tralala, tralala. Vous allez voir dans le plan comptable, vous allez voir toutes les rubriques possibles, les postes imaginables. Tous les postes imaginables sont représentés là-dedans. Bon, mais ici, dans cet exercice-là, on a des postes, je veux dire des gros postes, bon, qui feront le gros patrimoine de l'entreprise. Donc, on va l'analyser, on va regarder, on va placer ça dans ces postes. Ce qui veut dire ici, si vous devez les placer dans les postes, mais on va les mettre dans l'ordre bien précis des postes représentés dans le PCMN. C'est ça que je veux dire. Voilà. Alors, donc, je vous disais que la monnaie est une base, est un objet légal qui va servir, bien sûr, aux achats, aux ventes. Bien sûr, la monnaie,
servira de paiement aux achats, aux ventes. Attention que achat ne signifie pas transaction commerciale. C'est une l'achat ne signifie pas, je veux dire, paiement. Hein. Je veux dire par là, voilà, un achat. Vous pouvez faire un achat, acheter des marchandises, voilà, mais payer à court terme ou à long terme. Voilà, sur base d'un emprunt. Donc vous aurez la marchandise, mais vous paierez plus tard. Et c'est très bien de faire. Ce qui est bien de faire des emprunts, c'est que vous étalez votre paiement, vous étalez le paiement à long terme. Mais attention que vous pouvez faire des emprunts, mais un emprunt doit toujours être payé. Hein, sinon vous êtes dans un cas de litige. Et voilà, si vous ne finissez pas de payer votre emprunt, ben vous êtes dans un cas de litige. C'est-à-dire que la partie adverse ne sera pas contente. Voilà, c'est-à-dire partie adverse, c'est le partenaire adverse, c'est-à-dire si vous êtes client, ben, si vous achetez un fournisseur, ben, c'est le fournisseur qui ne sera pas content parce qu'il vous aura fait confiance vis-à-vis de vos capacités de paiement et vous n'avez pas, vous avez rompu un contrat qui est avec lui, un contrat de confiance. Voilà, donc ici, et la vente c'est pareil, la vente de marchandises signifie aussi, ne signifie pas forcément paiement, c'est pas parce que vous vendez que vous avez un paiement direct. Voilà, on peut avoir un paiement à échéance ou un paiement étalé, voilà, un paiement étalé. Bon, maintenant il y a des paiements qui se feront par des organismes financiers qui feront en sorte que le fournisseur recevra l'argent, mais c'est l'organisme financier qui prendra, je veux dire, euh, euh, qui prendra en charge, si vous voulez, le paiement, on va dire, partiel. Le paiement partiel, ce sera la banque qui le prendra en charge, alors que le fournisseur recevra tout. Il existe des documents spécifiques pour ça. Voilà. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent? On peut faire un dépôt, on peut faire des emprunts, on peut faire ce qu'on veut. On peut payer, on peut... Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle des opérations qui vont induire des mouvements, bien sûr, de service, hein, parce que si vous payez un service, donc ça va induire un service, ça va induire aussi, non pas que des mouvements de service, mais des mouvements financiers. Voilà, vous pouvez jouer avec la bourse, etc. etc. Pour avoir récupéré des intérêts de... Voilà, des intérêts, vous pouvez récupérer des intérêts, etc., etc. Bon, et tout ça va modifier le patrimoine, en bien ou en mal. Va modifier le patrimoine de l'entreprise, bien sûr, en bien ou en mal, en positif ou en négatif. Voilà. Donc ici, ce que je peux dire, c'est que tout bénéfice va augmenter le capital et que toute perte va diminuer le capital. Bon, maintenant, on va passer à l'exercice ici. L'entreprise X dispose de 2000 euros. Bon, on va déjà écrire qu'est-ce qu'elle dispose en patrimoine et on va les classer, comme je vous ai dit, en actifs. On va essayer de les organiser dans un premier temps en actifs, on va dire, immobilisés, actifs circulants, et puis les créances et ce qu'on appelle les valeurs disponibles. Bon, alors ici, elle dispose de 2000 euros en espèces, bon, et en banque, ça, ce sont des valeurs disponibles, hein, les valeurs disponibles, VD. Donc elle va passer à la fin, je m'en occuperai à la fin. Les clients doivent, ce sont des créances, voilà, des créances court terme. Bon, ça, ce sont les créances. Je le mettrai avant les valeurs disponibles. L'entreprise doit 15 000 euros au fournisseur, ça c'est un passif et pas un actif, parce que c'est une dette. Hein. Attention que quand les clients doivent, c'est une créance. Hein. Créance, ça veut dire que c'est le client qui doit à l'entreprise. Par contre, quand l'entreprise doit payer un fournisseur, ben, je veux dire, à ce moment-là, ça devient une dette vis-à-vis de fournisseur. L'immeuble vaut 95 000 et là, on peut commencer avec ça. Donc, on a un patrimoine ici immobilier qui est une valeur, qui est un actif immobilisé qui est, on va dire, valeur, un actif corporel en fait. Corporel. Il est palpable, on peut, voilà, c'est quelque chose, un immeuble ou un terrain, des machines outillage, on peut toucher, donc c'est palpable. Donc on peut dire que c'est des valeurs, comment on appelle ça, corporelles. Voilà. Donc des immobilisations corporelles. Voilà.
parce qu'il y a des immobilisations incorporelles, bon, telles que si j'appelle un goodwill ou comment est-ce qu'on appelle ça, un brevet ou etc. Ce sont des immobilisations qu'on ne peut pas toucher, bon, incorporelles. Voilà, par exemple, vous rachetez le fonds de commerce, ben, le fonds de commerce c'est une immobilisation incorporelle. Donc ici, c'est une immobilisation corporelle parce qu'on peut toucher l'immeuble. Mobilier matériel roulant, c'est corporel aussi. Voilà, et là on a les stocks de marchandises ici, voilà, qui se situent juste après l'immobilisation corporelle. Hein, ça a à voir avec les stocks de marchandises. Hein. Sont présentes. L'entreprise a des dettes envers des créanciers pour un montant de 7 000 euros. Et là, on a des dettes envers des créanciers. Créanciers, c'est-à-dire, c'est ceux qui ont avancé de l'argent. Ça peut être des maisons de crédit. Ça peut être, bon, créancier, ça peut être un ami aussi qui prête de l'argent. Ça peut être les banques ou la poste, etc., etc. Bon, on peut faire un crédit, ou, dire, on peut faire des dettes au travers des organismes publics. Bon, le but, c'est, à partir de l'argent, créer de l'argent. À partir de l'argent, créer de l'argent. C'est-à-dire qu'à partir de l'argent, ben, on va faire des crédits. On va faire des crédits, on va faire... parce qu'une entreprise ne peut pas fonctionner sans des crédits, hein, sauf si elle a des valeurs, des valeurs disponibles en banque ou en caisse énormes, ou encore si elle a je veux dire, une bonne comptabilité, c'est-à-dire avec une bonne comptabilité dans le sens où là, d'énormes, comment ce qu'on appelle, patrimoine qu'elle peut vendre, ou beaucoup de stocks qu'elle peut vendre, ben, je veux dire, elle peut faire de l'argent avec tout ça, et donc c'est des sources d'argent, c'est du patrimoine. Donc avec un patrimoine, on peut avoir des sources d'argent, et donc avec ces sources d'argent, on va dire que l'argent attire l'argent. À partir d'argent, ben, vous faites de l'argent. Bien sûr, en faisant circuler tous les différents types de flux. Alors je vous rappelle que les flux, ben, il y a les flux réels tels que les ventes et les achats. Il y a les flux des services tels que les locations, tout ce qui est assurance, etc. Il y a les flux financiers tels que les paiements de loyer, etc. etc. On va dire enfin, il y a, voilà, il y a les flux de transfert, par exemple les impôts, bon, il y a différents types de flux, mais bon, il y a des paiements, bien sûr, hein. Une entreprise ne fonctionne pas que sur euh, euh, la vente, mais il y a aussi les achats, les emprunts, et toutes sortes de charges. Il y a toutes sortes de charges, bien sûr, il y a, quand il y a un immeuble, il faut payer les entretiens de l'immeuble, il faut payer l'assurance de l'immeuble, il faut payer les assurances de l'immeuble, il faut payer s'il y a une réparation ou l'autre d'électricité ou de plomberie ou peu importe. Bon, un immeuble, bon, ça se gère. Un immeuble, ça se gère. Donc il y a des coûts de l'immeuble et donc il y a des charges en rapport avec l'immeuble. Donc fatalement, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut. Il n'y a pas que de l'argent qui rentre dans une entreprise. Ce serait très bien qu'une entreprise rentrerait de l'argent. Tout le monde ferait des entreprises à ce moment-là, tout le monde gagnerait de l'argent, ça ne va pas comme ça. C'est que euh, l'entreprise, c'est aussi un jeu. C'est aussi un jeu. Tout comme il y a les jeux, des jeux quand des jeux de stratégie économique, bon, qu'on vend dans des magasins de jeux. Je ne me rappelle plus le nom, je me demande si c'est pas Monopoly, enfin je ne sais pas, je me rappelle plus, il y a différents types de jeux qu'on peut vendre. Ben, il n'y a pas que ce Monopoly, il y a beaucoup de jeux où on peut acheter, on peut vendre, etc. Et voilà, des jeux de société. Voilà. Et l'entreprise est aussi un jeu. C'est-à-dire qu'à partir euh, d'entrée d'argent, mais on essaie de gagner de l'argent. Et ça ne va pas toujours comme ça parce qu'il y a des prises de risque. Et dans les prises de risque, il y a une mauvaise gestion euh, où pour différents... Il peut exister une multitude de paramètres qui font en sorte que l'entreprise ne tourne pas. Bon, par exemple, pas assez de clients, pas assez de clientèle, mauvaise gestion, bien sûr, mauvaise gestion, que ce soit une mauvaise gestion, je veux dire, à proprement parler, ou une mauvaise gestion due à, on va dire, malsaine, hein, pour avoir une mauvaise gestion malsaine, hein, fait exprès pour liquider l'entreprise et prendre l'argent. Voilà.
je me rappelle plus le mot, comment on appelle ça. On dit que c'est gestion, voilà, une gestion frauduleuse. Hein, il peut y avoir des gestions frauduleuses. Mauvaise gestion qui est une fausse mauvaise gestion parce que c'est une mauvaise gestion voulue, donc une gestion frauduleuse. Il existe des mauvaises gestions parce qu'en fait, il y a eu un mauvais management au sein de la boîte. Ouais, il y a eu un mauvais management, des mauvaises prises de décision, etc., etc. Mais il peut exister des mauvaises gestions qui sont des gestions voulues à proprement dites et faites exprès d'avoir une mauvaise gestion pour induire une gestion frauduleuse et pour, je veux dire, mettre en liquidation l'entreprise et prendre tout l'argent et partir avec. Voilà, bon, c'est faux. Voilà, ça existe beaucoup des histoires comme ça de gestion frauduleuse. Hein. Voilà. Bon, donc on va me placer dans les comptes maintenant on avait tout ça. Donc on part hors de gradation de poste qu'on retrouve dans le PCMN. Alors on va placer d'abord l'immeuble. Hein. L'immeuble vaut 95 000. Alors je vais le mettre en milliers d'euros. Hein. En milliers d'euros. Alors je vais mettre d'abord les actifs immobilisés, puis les actifs circulants, et puis je vais mettre tout ce qui est valeur disponible. On va mettre le poste ici, immeuble. Immeuble vaut 95 000. D'ailleurs, je vais même les barrer. Pourquoi les barrer? Parce qu'en comptabilité, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein. Vous faites une fausse manœuvre et ça y est, on peut vous inculquer que vous êtes dans le faux. Et donc, fortement, usage de faux. Voilà. Immeuble vaut 95 000 euros. Donc ici, je vais mettre 95 000, bien écrire et bien aligner. Voilà. Donc je barre. L'immeuble vaut 95 000 euros. Ce qui est un gros montant. Hein. Je veux dire, voilà. N'allez pas remettre ça dans un compte parce que c'est grave. Hein. 95 000 euros. Voilà. Mobilier et le matériel roulant vaut 80 000 euros. Alors, mobilier, je vais l'écrire avec un point, mobilier, et matériel roulant, MR pour matériel roulant, ce sont les véhicules. Et bien sûr, souvent on scinde, hein, on scinde le mobilier à part et le matériel roulant. Ben, ici, bon, j'ai mis les deux ensemble, pourquoi pas. Parce que dans l'énoncé, ils sont déjà ensemble. Mais bon, je ne sais pas que vaut le mobilier, que vaut le matériel roulant. Mais en vérité, il faut scinder. On scinde le mobilier, combien vaut le mobilier, combien vaut le matériel roulant. Je dirais même qu'un patrimoine comme celui-là, mais s'il y a un cas de litige au niveau du tribunal et qu'il y a les huissiers de justice qui peuvent intervenir, ben, ils sauront le patrimoine mobilier pour lequel ils peuvent aller rechercher. Ou le matériel roulant, combien ils peuvent aller chercher, ou l'immeuble, combien ils peuvent aller chercher. Première chose qui tombe, quand une société tombe en faillite, ben on essaie de récupérer dans le patrimoine. Hein. Parce que dans l'entreprise, même si elle a beaucoup de dettes, ben, on peut récupérer dans le patrimoine les différentes dettes pour payer les personnes qui ont été lésées. Bon, donc on a mobilier matériel roulant vaut 80 000 euros. Donc ça, je vais barrer. Mobilier matériel roulant vaut 80 000 euros. Donc 95 000 et 80 000. 95 000 et 80 000. Voilà pour les actifs immobilisés. Alors, l'entreprise a des dettes envers les créanciers pour un montant de 7 000. Voilà, ça je vais mettre après. Donc l'entreprise doit 15 000 euros aux différents fournisseurs. Je vais faire les fournisseurs. Ça c'est dans le passif. Hein. C'est un passif, ce sont des dettes, ce sont des avoirs. Voilà. Autant les immeubles, ce sont des avoirs. Le mobilier, c'est des avoirs. Le matériel roulant, c'est des avoirs. Par contre, l'entreprise doit 15 000 euros aux différents fournisseurs. Eh bien, 15 000 euros, ce sont les fournisseurs. Cette dette vis-à-vis des fournisseurs qui se place dans le passif fournisseur. 15 000 euros. Comme c'est des milliers d'euros, je mets 15. Et je barre. L'entreprise doit 15 000 euros aux différents fournisseurs. Alors, maintenant, là, je vois que l'entreprise a des dettes envers des créanciers pour un montant de 7 000 euros. Alors, on va marquer ici, comme ce sont des dettes non pas vis-à-vis des fournisseurs, mais vis-à-vis des créanciers, mais on mettra autre dette. L'entreprise a des dettes envers des créanciers pour un montant de 7 000. Autre dette, 7 000. Autre dette, on va dire, vis-à-vis de créanciers, 7 000. Hein, 7 pour 7 000 euros. Et je barre, l'entreprise a des dettes, voilà, envers des créanciers pour un montant de 7 000 euros.
Bon, alors maintenant, je vais placer dans la bonne rubrique parce qu'ici, on a fait les immobilisations, les actifs immobilisés. On a mis les actifs immobilisés, immeubles, mobilier, matériel roulant, qui sont des immobilisations corporelles. On retrouve le terrain. Vous pouvez mettre terrain. Hein. Je sais pas si, je crois que le terrain, il se trouve juste au-dessus d'immeubles et mobilier, matériel roulant. Il faudra aller voir dans un. Vous pouvez mettre dans un premier temps le terrain, mais le terrain, s'il y a 0, vous mettez 0. Hein. Ah, terrain, 0. Là où les rubriques où il y a 0, vous mettez 0. Voilà. Bon, mais ici, je ne vais pas mettre toutes les rubriques, tous les postes, puisque voilà, je n'ai pas. Je ne veux pas écrire tous les postes ici. J'écris juste les postes qui m'intéressent. Voilà. Mais sinon, dans un plan minimum un plan comptable minimum normalisé, vous mettez aux différents postes, différentes rubriques, les montants. S'il n'y a pas de montant, mais ça reste 0. Ensuite, ça c'est pour les actifs immobilisés. Après, on retrouve les actifs circulants. Je vous dis, il y a un certain ordre. Par exemple, stock et commande en cours, hein, les créances à 1 an ou plus, les créances commerciales, hein, les autres créances, etc., etc. Bon, ici, je vais mettre les marchandises. Donc, les actifs circulants, stock de marchandises. Le stock de marchandises, on a un stock ici pour l'entreprise X qui est des marchandises ici pour 10 000 euros sont présentes dans l'entreprise, bien sûr. Donc, des marchandises pour 10 000 euros. Des marchandises pour 10 000 euros. Et je barre des marchandises pour 10 000 euros sont présentes dans l'entreprise. Voilà, on a enlevé tout ceci, donc on a tout ça qui est réglé. Tout ceci, l'énoncé là est fait. Alors maintenant, je ne vais pas mettre les valeurs disponibles parce que dans le PCMN, ça se retrouve plus bas. Alors on a un poste qui est un peu plus en haut et plus bas que le stock de marchandises. Ce sont les clients doivent 15 000 euros. Ce sont des créances, on va dire, à 1 an ou plus. Donc, mais il y a un compte client. Hein. C'est un compte client. Il existe compte client. Et là, on va mettre 15 000 euros. Voilà. Et je peux barrer 15 000 euros. Voilà, qui sont les créances à 1 an et plus. Hein. Et bien sûr, maintenant je peux mettre les valeurs disponibles qui sont en espèces et compte en banque. On a 80 000 et 2 000 euros. En espèces. On va bien scinder, comme on devrait scinder mobilier, matériel roulant, mais ici je ne l'ai pas fait, j'ai mis ensemble. Espèces, 2 000 euros. Et banque, les avoirs en banque de 80 000 euros. 80 000. Voilà. À partir de là, je peux trouver le capital souscrit. Encore une fois, je vais, comme c'est une égalité, c'est un miroir entre la partie gauche et la partie droite, je vais calculer le montant ici total, retranscrire le montant total ici, soustraire ces deux montants-là pour avoir le capital. Bon, pour ça, il faut que je prenne la machine. Je vais faire. Vous devez calculer 2 fois hein, pour être sûr. Mais généralement, c'est fait par des outils informatiques. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. 95 plus 80 plus 10 plus 15 plus 2 plus 80. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 postes. Bon, voilà. 282 000, je vais refaire une deuxième fois le calcul. 282 000 euros. Alors bien aligné, c'est 282 000. 5 et 5, 10 plus 2, 12, c'est juste. J'ai un rapport de 1, 9, 10, 18, 19, 20, 28, donc c'est juste. Alors, maintenant, 7 et 15,
22, j'ai 22, moins 282. Ici, je dois retrouver 282. Voilà, bien mettre en ligne 200 alignés, les unités, les dizaines et les centaines, 282 000 euros, moins 22 000 euros. Donc j'ai 282 moins 22 et on retrouve 260 euros de capital. 260 000 euros de capital. Voilà. Et donc là le bilan est établi à la date X, à une date X, enfin à une date Y, parce que c'est vrai que l'entreprise s'appelle X, donc à une date Y, hein, pas confondre X qui est l'entreprise. Et ouais, on peut dire la date X. La date, ouais, l'entreprise X, peu importe. C'est une date donnée. C'est une date donnée. Voilà. On a la photographie à un moment donné des comptes. Voilà. Et donc on a les différents postes ici, hein, terrain, immeuble, mobilier, matériel roulant qui sont des actifs immobilisés. On retrouve marchandises qui est dans le compte des actifs circulants. Ce sont des postes des actifs circulants. On retrouve les clients qui sont des créances à un an ou plus. Hein, voilà, le client payera dans les 3 mois, 6 mois, peu importe. Et là, on a les valeurs disponibles qui sont les espèces. Et bon, donc, on voit bien que c'est un patrimoine de l'entreprise. Mais attention que là, ce sont les avoirs et là, ce sont les avoirs de l'entreprise. Et là, ce sont les dettes de l'entreprise. On a des dettes vis-à-vis des fournisseurs. Il y a un poste qu'on appelle fournisseur qui reprend les dettes des fournisseurs. C'est pour ça que je n'ai pas mis, on ne met pas avec S parce que c'est le poste fournisseur, mais on dit dette des fournisseurs. Donc il n'y a pas, c'est pas un S, c'est le poste fournisseur qui va reprendre toutes les dettes vis-à-vis des fournisseurs. Et alors là, ce sont toutes les autres dettes accumulées vis-à-vis sont des créances financières, des créances vis-à-vis d'organismes prêteurs ou d'organismes financiers extérieurs. Voilà. Et c'est une somme de dettes. Hein. Bon, c'est peut-être pas forcément une seule dette, c'est peut-être plusieurs dettes accumulées qui fait qu'on a ça. Là, c'est comme ici, c'est un peu le poste fournisseur, c'est toutes les dettes des fournisseurs. Là, il y a peut-être 5 fournisseurs, peut-être 10 fournisseurs. Là, les dettes quoi? Les autres dettes, c'est peut-être des dettes financières de 3-4 organismes financiers. Voilà. C'est ici. C'est peut-être 3-4 maisons qui ont prêté de l'argent, 3-4 maisons d'emprunt qui ont prêté de l'argent. On se retrouve avec 7. Ouais, peut-être qu'il y en a qui a donné à l'entreprise X 2 milliers d'euros, l'autre 3 milliers d'euros, ça fait 5, et il en reste une dernière qui a donné 2 milliers d'euros. Voilà, donc ça ferait 7 milliers d'euros. Tout comme ici les clients, c'est pas qu'un seul client, c'est un poste ou une rubrique client où on a toutes les créances clients. Il y a peut-être 5 clients, 10 clients, 20 clients qui doivent voilà, 15 000 euros. 15 000 euros, c'est peut-être 10 clients, 20 clients, peu importe. Voilà. Et ça, c'est le capital souscrit, c'est le capital que l'entreprise devrait ou à l'entrepreneur si à un moment donné, on viendrait à fermer l'entreprise. Donc ici, on voit bien les liquidités, hein, on voit bien les liquidités qu'on a en sa possession. Voilà. Voilà, je vous remercie.